Bien. Merci beaucoup donc au GIP Bretagne Environnement pour son invitation. Donc effectivement, on est venu à deux pour présenter cette thématique. On va vous faire un témoignage en fait donc sur la façon dont on produit et on utilise des données environnementales dans notre SIG et sur la façon dont ces données environnementales servent ensuite comme outil d'aide à la décision en fait dans la définition des politiques publiques en matière d'urbanisme. Donc un rapide rappel sur le territoire. Donc si on pouvait passer à la diapo suivante, pardon. Voilà, donc Vannes-Agglo, c'est donc 24 communes structurées autour de la ville-centre Vannes et du golfe du Morbihan, bien sûr. Donc 135 000 habitants, un poids démographique qui représente environ 20% du département, 140 km de côte, donc avec des implications très fortes derrière en termes de contraintes réglementaires, une superficie de 521 km², 45 parcs d'activités et environ 1000 hectares dédiés aux entreprises, 54 000 emplois et 6 300 étudiants. Donc on voit bien une équation à résoudre entre attractivité résidentielle et économique et protection de l'environnement. Donc au niveau des compétences de Vannes-Agglo, rapidement également, donc des compétences obligatoires et facultatives, les compétences habituelles, je dirais, de développement économique, donc création, gestion des parcs d'activités d'intérêt communautaire, aménagement de l'espace, donc à travers le schéma de cohérence territoriale et donc l'AOT, donc autorité organisatrice des transports, donc tout ce qui est lié donc au transport collectif. Équilibre social de l'habitat, donc ça c'est tout ce qui est politique du logement, PLH, programme local de l'habitat, délégation des aides à la pierre, économie d'énergie, parce qu'on a un PIG qui va se lancer, donc un projet d'intérêt général sur la thématique de la rénovation thermique. La politique de la ville, donc à travers l'ANRU, donc encore une fois le renouvellement urbain. Donc en termes de voirie, il y a également une compétence sur tout ce qui est aménagement et entretien des voiries d'intérêt communautaire. Donc sur la protection et la mise en valeur de l'environnement qui nous réunit aujourd'hui, donc des politiques transversales donc de lutte contre la pollution de l'air à travers le plan de déplacement urbain, lutte contre les nuisances sonores et bien sûr les déchets donc que chaque EPCI donc gère. Aménagement numérique à travers le réseau donc très haut débit et enfin la création donc et la gestion d'équipements d'intérêt communautaire. Donc voilà, c'était rapidement pour vous dresser le parc. Ah oui, on va y venir donc sur. Oui, non, mais donc au niveau de l'intervention dans le domaine de l'environnement et de l'urbanisme, donc il y a bien sûr tout ce qui est suivi de documents stratégiques, donc le SCOT qui date aujourd'hui un petit peu, qui date de 2006 et qui va être mis en révision dès l'année prochaine, le plan de déplacement urbain, le programme local de l'habitat, donc une assistance aux communes donc en termes d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur les plans locaux d'urbanisme. Donc il faut savoir que donc on accompagne les communes dans leur démarche et on instruit derrière aussi les permis de construire. Donc voilà, on sent bien que le champ des compétences est donc intéressant. Suivi d'élaboration des documents stratégiques, donc le parc, le plan de prévention des risques d'inondation, le SAGE, et l'agenda 21 qui est en cours. Donc il y a également tout ce qui est opération d'aménagement, donc j'ai déjà évoqué, les études environnementales, donc schéma de développement éolien, plan climat-énergie, une thermographie qui va être lancée cet hiver, donc qui va produire donc des données environnementales intéressantes. Donc bon, ça va dépendre des conditions climatiques, mais normalement ça va être cet hiver. Donc tout ce qui est études zones humides et cours d'eau, schéma d'eau pluviale. Voilà, donc bon, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus et on va plutôt détailler concrètement comment on travaille. Donc je vais laisser Dorothée présenter le SIG. Donc oui, avant de passer à des exemples un peu plus concrets d'utilisation de données, on devait revenir sur le SIG, donc qui existe à peu près depuis 7 ans, mais bon, au début c'était plus sur des données. Ça a été l'acquisition de données qui a été plus difficile, donc avec tout d'abord le cadastre numérisé. Ensuite, une émission
principal de l'agglo, ça a été de numériser tous les documents d'urbanisme, donc les PLU et les POS, donc avec les zonages, les espaces boisés classés, emplacements réservés et toutes les servitudes qui vont avec. Et donc, plus on a de données, plus on en veut. Donc ensuite, on a dû faire appel à des gestionnaires pour récupérer tout ce qui était réseau d'eau, électricité et gaz, des données INSEE, des données sur les transports, sur les déchets, certaines qu'on produit, d'autres qu'on achète. Donc après, avant que moi j'arrive à l'agglo, il y a eu un grand travail sur la structuration, sur des données au niveau de thématiques. Donc on part surtout sur des thématiques par rapport aux services pour lesquels on travaille, pour pouvoir ensuite coupler les données et faire des cartes telles que SCOT ensuite. Bref. Donc ensuite on vous parlera, donc ça va être les exemples dont on va parler. Donc notamment sur une diffusion interne, donc un outil qui est en place depuis 2 ans, qui s'appelle Netagismap, qui est disponible pour nos communes. Donc ça je détaillerai par la suite. Et au niveau des données, donc on est en partenariat avec GeoBretagne, où on a mis tous nos documents d'urbanisme en téléchargement en version Shape. Et ensuite, un schéma pour détailler plus précisément nos données. Donc la cellule SIG, on a une grande partie référentielle, donc avec notamment toutes les données IGN. Donc depuis janvier, beaucoup de données qui sont gratuites avec la BD Topo, BD Adresse, Scan 25, orthophoto. Ensuite, des données du cadastre de la DGFIP. Et autrement, en autres référentiels divers, on a l'orthophoto donc avec GeoBretagne, tout ce qui est voirie avec OpenStreetMap et des fonds de plan de rue avec Cartosphère. Donc ensuite, dans nos données internes, donc, on a tout ce qui est donc par thème, comme je disais, par rapport aux services. Donc au niveau des transports, on a tous nos réseaux de bus, nos points d'arrêt. Donc les pôles générateurs, c'est plus tout ce qui attire un peu les gens au niveau de tout ce qui est commerce, piscine, cinéma, etc. En urbanisme, ça se centralise surtout sur nos plans, sur nos PLU. On a aussi donc le service entreprise. Donc là, on a toutes nos zones d'activité et on peut suivre un peu tout ce qui est consommation de parcelles et vente de bâtiments. Et le service déchets. Donc aussi avec un travail sur tout ce qui est itinéraire de collecte itinéraire de collecte. On a également tous nos points d'apport volontaire sur le territoire, tout ce qui est déchetterie, enfin tout ce qui concerne ce service. Et ensuite en données externes, on a différencié donc ce qui était plus ou moins données publiques avec les ENS, donc espaces naturels sensibles, tout ce qui est PPRI, donc plan de prévention risque et inondation, les données Natura 2000, les données INSEE. Et après tout ce qui fait appel donc aux gestionnaires, donc ça c'est surtout pour tout ce qui est réseau. Donc on va vous présenter en fait la façon dont on utilise ces données dans les différents documents donc réglementaires, en commençant par le SCOT. Donc même s'il date un peu, on avait déjà quand même des orientations générales donc fortes en matière de protection de l'environnement, qui nous ont amené donc à avoir des besoins cartographiques. Donc par exemple tout ce qui concerne les grands équilibres donc spatiaux, on a donc un observatoire en fait de la consommation foncière, aussi bien donc habitat que économie. Donc on utilise donc les données qu'on utilise là, ce sont donc bien sûr les orthophotos, mais aussi les PLU, les permis de construire. Donc en termes de protection de l'environnement, il y a aussi donc tout ce qui est localisation des espaces naturels d'intérêt écologique, dont là il y a bien sûr toutes les données Natura 2000, SNIEF, etc. Localisation donc des trames vertes et bleues, donc ça c'était pas une obligation à l'époque, mais bon, il y avait déjà des grandes coupures vertes et bleues, je dirais, qu'on traduit aujourd'hui dans les PLU. Donc ça se fait à travers donc l'identification des zones humides, des haies classées, des espaces boisés classés également. En termes de déplacement, donc il y a tout ce qui est lié à la hiérarchisation de la trame viaire, donc ça c'est tout ce qui est réseau routier, donc tout ce qui est lien entre développement urbain et transport en commun, donc ça se fait à travers notre compétence de réseau de bus en fait. Tout ce qui est liaison douce, ça se fait à une échelle plus fine, à l'échelle des PLU en fait, au niveau des communes.
Et enfin, donc, pour tout ce qui est développement économique, donc, Dorothée l'a évoqué, donc, la mise en place d'un observatoire des zones d'activité. Alors on va rentrer directement dans les cartes parce que c'est ça donc on est amené à produire un certain nombre de cartes. Donc là c'est un exemple du SCOT en fait où on voit bien que le territoire est très contraint, mais c'est aussi une chance en fait parce que donc il y a énormément de protections réglementaires qui se superposent. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas simple forcément pour les communes littorales parce qu'on voit qu'elles sont très très colorées. Donc voilà, ça c'est un exemple de carte au niveau du SCOT. Donc sur les PLU, donc là on rentre plus dans le détail là en termes d'échelle. C'est vrai que le SCOT on est plus au niveau du 25 ou 50 millième là. Donc dans le PLU là on rentre à l'échelle du 5 millième en fait. Donc ça veut dire c'est le cadastre qui sert de support. Et donc là, on est amené à définir des limites, en fait, parce que par exemple, si on prend Natura 2000, c'est fait à une échelle plus petite. Et donc, en fait, c'est fait sur les orthophotos. Et dans les PLU, on les traduit au niveau du cadastre. Donc bien souvent, on s'aperçoit qu'il y a des différences donc, voilà, qui peuvent être amenées à être source de contentieux, en fait. Au niveau des zones humides, c'est la même chose. Donc, sur une autre carte, là, on voit donc un exemple d'inventaire de zones humides qui est fait à une échelle fine sur une commune. Donc, ça aussi, ça se décline derrière après sur le parcellaire. Donc, on va y revenir tout à l'heure sur les risques de contentieux. Un autre exemple d'utilisation de données, c'est tout ce qui est lié aux habitats naturels. Donc ça, c'est un exemple sur une île où on voit que donc il y a un travail fin qui est fait donc avec le conservateur du littoral qui est valorisé dans le cadre des PLU. On peut passer, ouais. Donc un autre exemple. Toujours sur la même île, donc où on voit que là c'est le DOCOB en fait, donc le document d'objectif de Natura 2000 qui est décliné, et on s'aperçoit en zoomant un peu qu'il y a des différences qui existent entre les habitats qui sont dans le DOCOB et la réalité du terrain. Donc ça c'est vrai que c'est quand on le traduit derrière dans le PLU qu'on est amené à avoir voilà, ces écarts qui peuvent être parfois importants et qu'il faut donc gérer concrètement, quoi. Donc voilà, un autre exemple, là on rentre encore à l'échelle plus fine, c'est au niveau de l'instruction des permis de construire, où par exemple là il y a une carte sur le risque de submersion marine qui a été portée à la connaissance des communes récemment. Et donc qu'il faut prendre en compte dès maintenant, même par exemple si le terrain est constructible. Aujourd'hui on a des zones d'aléas forts où voilà, c'est terminé, on ne peut plus délivrer de permis de construire. Il y a des zones d'aléas moyens où on peut délivrer des autorisations mais sous réserve d'un certain nombre de précautions. Et donc ça s'applique dès maintenant. Donc on voit bien que l'intérêt du SIG ici, ça a été donc pour les instructeurs de disposer de ces couches dès maintenant en fait. Donc voilà. Alors je vais repasser la main à Dorothée. Donc juste maintenant on va plus partir sur une optique de diffusion. Donc on a deux grandes lignes, nous on diffuse en interne et en externe. Donc d'abord en interne on a un logiciel donc, qui est dédié à la base pour nos communes. Donc justement pour l'instruction des droits des sols. Donc elles ont accès, donc tout le territoire est couvert et elles ont accès à tous nos flux sur toute l'agglomération, avec notamment tout ce qui est servitude. Je ne sais pas si on peut. Ouais, voilà. Donc on a mis donc tout ce qui était prescription, servitude, et ça c'est vraiment à l'échelle de la parcelle. Donc quand on clique sur la parcelle, on a toute l'information. Et donc ça reste un outil très simple qui permet de visualiser, d'imprimer, qui est assez ludique pour un utilisateur qui est pas cartographe. Et on peut également faire des requêtes un peu plus avancées pour connaître une parcelle qui va être non bâtie en zone urbaine. Enfin, on peut mettre plusieurs critères en fait de recherche, mais là c'est un peu plus élaboré.
Et cet outil, vu qu'il a beaucoup plu, finalement, on l'a ouvert aussi en interne au sein de l'agglomération. Donc tous les services peuvent s'en servir également, à condition d'avoir un compte. Et vu que ça marche très bien et qu'on a des bons retours là-dessus, on va essayer de le développer dans d'autres domaines que ce qui est document d'urbanisme. Donc ensuite, si on passe à la diffusion externe de nos données, donc là, en fait, nous, en termes de données brutes en format SIG, on est juste... donc on est partenaire de GeoBretagne sur lequel on a mis nos données du coup PLU, conformes au cahier des charges. Et autrement, en général, nos données, on les donne à nos communes. Donc là, on passe plutôt directement par un lien FTP ou par des CD. Et autrement, donc là, ce qu'on commence à mettre en place, donc c'est une diffusion de cartes pour le grand public sur notre site internet. Donc notamment grâce à l'API de Géoportail, qui nous propose tous ces fonds de plan à partir du moment qu'on a un service public. Et donc, premier exemple de carte avec les jours de collecte, on peut aller regarder, on peut rechercher notre adresse, savoir où on habite et voir en ordure ménagère quel jour on est collecté, ainsi qu'en collecte sélective. Donc là, on est resté sur le thème des déchets pour cette diffusion parce que Géoportail, c'est tout nouveau pour moi. Donc ensuite, on a une carte sur toutes les déchetteries de l'agglomération avec les horaires d'ouverture disponibles. Donc là, c'est pareil, c'est assez ludique. Ça reste très simple à manipuler pour quelqu'un en large public. Et ensuite, un dernier exemple, donc tous les points d'apport volontaires également disponibles sur l'agglo pour connaître le point le plus proche pour aller jeter nos verres, nos cartons et nos textiles. Donc voilà, donc ça reste en développement parce que c'est des petits bugs techniques liés à ça. Et voilà, sur la fin. Donc, pour conclure, on vous a fait une petite synthèse des difficultés et améliorations en cours. Donc, au niveau administratif, on rencontre un certain nombre de difficultés donc, dans tout ce qui est droit d'utilisation et de diffusion des données, des conventions qu'on peut avoir avec les partenaires. On a aussi quelques problèmes au niveau du coût d'acquisition de certaines données. Qui ne sont pas données pour le coup. On a aussi quelques difficultés en tout ce qui est recherche de données libres. Donc, par exemple, tout ce qui est lié aux submersions marines, on a mis du temps à l'avoir. Donc, c'est vrai que voilà, on est constamment dans la recherche de ces données et c'est vrai que voilà, on a un peu de mal des fois. Au niveau technique, donc on a parfois aussi du mal à obtenir les données auprès de gestionnaires de réseau, donc Télécom entre autres, EDF, donc ça c'est un gros souci, c'est la mise à jour en fait. Sur la thématique agricole, on a aussi un certain nombre de données qu'on a du mal à avoir, tout ce qui est les îlots PAC par exemple, donc c'est les îlots qui sont subventionnés par la PAC en fait, qui peuvent être intéressants à prendre en compte pour pouvoir voir quelles terres sont exploitées et bien prendre en compte les problématiques agricoles dans l'aménagement. On a une autre difficulté technique qui est là qui n'est pas notre ressort, c'est indirectement bien sûr, faire respecter le cahier des charges Géobretagne par les bureaux d'études. Donc ça renvoie à la qualité des études fournies par les bureaux d'études et aussi au coût des études parce que bien souvent c'est des études les élus souhaitent pas forcément payer cher entre guillemets, mais derrière on a quelques surprises derrière au niveau de la qualité de certains bureaux d'études. Ensuite il y a tout ce qui est donc lié à la vérification, à la fiabilité de la donnée. C'est vrai que ça c'est une problématique qu'on rencontre de plus en plus. Je parlais tout à l'heure des zones humides,
par le passé, il s'est avéré que des zones humides avaient été inventoriées sur le territoire, sauf que donc, ce qui a défini en fait un certain nombre de zones d'activité, par exemple dans le SCOT. Et après, en rentrant dans les études plus fines, on s'est aperçu que en fait, une bonne partie de la zone pressentie était couverte de zones humides. Donc voilà, ce qui a amené à faire machine arrière. Donc bon, voilà, tout ça pour dire que désormais les zones humides sont très cadrées. Voilà, il faut que l'inventaire soit bien fait bien en amont en fait. Donc ensuite on a aussi des soucis sur le renseignement de la métadonnée, donc tout ce qui est, je parlais tout à l'heure des différentes échelles en fait liées au support de numérisation, donc ça c'est le cas par exemple sur Natura 2000 qui est donc on va dire établi sur l'orthophoto à une échelle plus vaste, sauf que derrière quand la grosseur du trait fait que l'interprétation peut être différente quand on rentre sur le cadastre en fait. Voilà, il y a aussi tout ce qui est mise à jour de référentiel difficile à automatiser. Et au niveau des risques juridiques, c'est vrai que sur le territoire qui est assez contraint, il y a un certain nombre de contentieux juridiques sur les PLU. Il y a beaucoup de PLU qui sont annulés, donc parfois pour des raisons, on va dire, liées à des raisons environnementales, des contestations de zones humides, etc. Donc c'est vrai que c'est là-dessus, voilà, c'est une vraie difficulté qu'on anticipe, mais voilà, ça c'est quelque chose qui nous pose problème. En amélioration, donc au niveau administratif, donc on a augmenté les partenariats et donc établir un catalogue de données. Donc Dorothée va se charger. S'imposer le remplissage des métadonnées selon la directive Inspire, donc voilà, et développer la transversalité en interne. Donc ça c'est une question qui est interne à l'agglo. Donc on a essayé d'être assez bref, ce qui n'était pas facile sur ce domaine. Mais en tout cas, on vous remercie pour votre attention.